ce matin avec Gilles Proulx, chroniqueur, polémiste et amateur d'art bien connu. Il va nous accorder quelques minutes pour parler de l'exposition du 375e qui arrive très bientôt. Bonjour, M. Proulx. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi d'abord vous remercier de nous accorder ces quelques minutes pour parler de ce bel événement. Laissez-moi vous remercier d'avoir pensé, parce que le galerie d'art qui a décidé de conjuguer qu'un événement aussi important que le 375e de Montréal, il fallait y penser. Et je pense que vous êtes les premiers. C'est à votre honneur. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme plusieurs le savent, vous êtes impliqué dans l'événement assez spécial qui va se tenir bientôt. Ça va être le vernissage original va être le 20 septembre, ensuite suivi d'un deuxième vernissage le 23, et vous allez donner une conférence le 24 à 14h. Vous êtes bien connu comme animateur, globe-trotteur et passionné d'histoire. Vous êtes aussi un grand amateur d'art, comme je disais un peu plus tôt. Pouvez-vous nous donner vos impressions quant au fait que le Balcon d'art vous ait demandé de vous impliquer dans ce projet-là? Bien, j'étais très flatté parce que j'ai trouvé que c'était original. D'abord, que Mme Bonita m'appelle pour me dire « Gilles, on est en pleine fête et on aimerait conjuguer nous aussi avec Montréal. » C'est pas parce qu'on est à Saint-Lambert que Montréal ne concerne pas Saint-Lambert ou Saint-Lambert concerne Montréal. La preuve, c'est que le nom de Saint-Lambert, c'est un fief que Maisonneuve a légué à son bras droit, qui était justement Lambert-Closse. Mais malheureusement, il n'en a pas joui parce qu'il a été tué dans une attaque iroquoise tout près du fort dans le Vieux-Montréal. Alors, il n'a pas joui de ce beau fief qui est devenu la ville de Saint-Lambert. Mais on ne sait pas que c'est dû justement ce nom-là à l'association de Lambert-Closse, le bras droit de Maisonneuve. Alors, Saint-Lambert se doit de célébrer aussi. Et voilà que le Balcon d'art, qui fait la promotion de l'art, qui répand des talents divers ici, parce qu'on a toutes les écoles de pensée sous le toit de cette maison, disait, ben, peut-être vous pourriez animer une journée pour sensibiliser les gens dans l'art pictural associé à l'histoire. Quand je pense à Textocor, je pense à Brunoni, je pense à d'autres peintres qui conjuguent très souvent avec le passé. Pourquoi pas transposer quelques tableaux dans le lot qu'on aura présenté en rapport avec les premières heures de la naissance de Ville-Marie. Comment était l'île de Montréal au moment où Jacques Cartier est arrivé, puis Champlain par la suite, Maisonneuve? Pourquoi choisissent-ils cet endroit-là avec une montagne dans le milieu de cette île? Bien déjà, il y a des peintres qui vont vous faire voir ce que ça devait avoir l'air, et etc. Alors, je pense que c'est original et ça mérite d'être souligné et crié très fort. Mais c'est ce qu'on tente de faire, en tout cas. On sent votre passion pour l'histoire de Montréal, ça c'est sûr. Mais cette passion, est-ce que ça vous habite depuis toujours ou il y a un événement particulier qui l'a déclenché? La passion pour l'art pictural, non, elle m'est arrivée... En fait, je parlais plus pour l'histoire, en fait. Pour l'histoire de Montréal. On va reprendre. La passion pour l'histoire, bon, ça remonte à la petite école où il y a eu quelques professeurs qui sortaient de l'ordinaire parce que ce qu'on peut déplorer à la méconnaissance et l'inculture des Québécois en matière de leur histoire nationale, c'est souvent des professeurs qui incitaient les élèves à lire tel chapitre à tel autre, étudier tel traité. Il n'y avait pas de passion. Moi, à la petite école, je ne comprends pas pourquoi, il y a une institutrice, je n'ai jamais oublié son nom, Mademoiselle Crépeau à Verdun, qui avait décrit la bataille des plaines d'Abraham, et dans ma petite tête, j'ai 8, 9 ans, 10 ans, j'avais été impressionné, et c'était une espèce de cliché qui est resté en moi pour m'intéresser par la suite à l'histoire. Voyez-vous comment un professeur qui sait communiquer sa passion peut parfois accrocher quelqu'un, et avec cette référence, ben, quand il continue de trouver, il arrive à un endroit, un lieu historique, ben, il allume. Et ça a été un peu ça, dans le fond. Et par la suite, ben, j'ai décidé d'approfondir la connaissance de l'histoire, parce que dans mon métier, j'ai animé les affaires publiques à la radio, et l'histoire revient toujours quand il y a un conflit, que ce soit politique, syndical, économique. Il y a toujours une référence historique. Alors, c'est un peu pour ça. Donc, je disais, la connaissance de l'histoire, on le sait tous, c'est un excellent moyen d'éviter les erreurs du passé et de conserver la mémoire des événements essentiels de la vie d'un endroit et d'un peuple. À votre avis, à quel point les festivités du 375e, telles qu'elles sont cette année, vont
participer à éduquer les gens à ce niveau-là? Je trouve qu'il y a eu un manque. Non pas qu'on ne doit pas festoyer, mais un événement, ça s'oublie. Un événement avec des feux d'artifice, puis des fanfares, puis des spectacles. Bravo pour les artistes. Qui se souvient du premier spectacle de départ le 17 mai dans le Vieux-Port, où nos vedettes ont participé? On s'en rappelle déjà plus. Alors, j'ai trouvé qu'on avait manqué en termes de legs. Par exemple, moi, si j'avais été de la mairie, j'aurais ordonné, je ne sais pas moi, quelque chose de tangible. Je pense à Québec pour son 1608, 2008, ils ont eu la gentillesse de laisser un mobilier, la fontaine de Tourny, qui est une œuvre extraordinaire. On arrive en automobile, on tourne autour, hein, c'est un cadeau du magasin Simmons. Voyez-vous comme quoi l'entreprise peut s'impliquer. Alors là, on voit ça, ben, c'est quelque chose d'un trophée qui reste à l'occasion de la fête de Champlain. À Montréal, on a manqué. On ouvre une nouvelle avenue, là, Robert Bourassa, qui va jusqu'à l'université. On rentre dans le Vieux-Montréal, après l'autoroute Bonaventure, et il y a des statues impressionnistes, abstraites. Mais l'abstrait, ça ne nous marque pas. Moi, si j'avais été un maire, j'aurais ordonné la construction d'un immense monument pour ce couple extraordinaire qui est Maisonneuve et Jeanne-Mance. Et voilà, chers Américains, vous entrez dans la ville, et c'était fait pour le 375e, vous entrez dans la ville de Maisonneuve et Jeanne-Mance. Mais on a manqué un peu de perspective historique. C'est un peu un reproche que je fais, mais on n'en fait pas une guerre. Non, je comprends. Mais ça reste quand même, comme vous disiez un petit peu plus tôt, ça reste un problème particulièrement au Québec. Au niveau de l'éducation, de l'histoire, il y a des lacunes majeures, puis je pense que ça se reflète ailleurs ensuite, parce que les gens qui sont en charge d'organiser ce genre d'événements-là ont peut-être pas justement tout ce qu'il faut en arrière comme éducation, comme connaissance pour faire les bons choix. Le ministère manque beaucoup. Mais c'est mondial, hein? Sauf que nous, on est un petit peuple, on ne peut pas se permettre. On ne verra pas les Israéliens ignorer leur histoire. C'est un petit peuple menacé à tous les jours. L'histoire biblique est importante, c'est ce qui fait qu'ils sont encore vivants. Aux États-Unis, on l'a vu il y a quelques semaines à peine, avec Robert Lee, ce général, on a démoli son monument. Mais si on connaissait l'histoire, je vous dirais que Robert Lee a été un très grand stratège. Il a d'abord demandé aux Noirs esclaves de quitter l'esclavagisme pour entrer dans son armée. C'était un début. Et puis, à tel point, quand il a perdu, après Gettysburg, ben, l'armée du Nord lui rend les honneurs de la défaite. Si ça avait été un paria, ben, sanguinaire, on l'aurait fusillé. Il finit professeur d'université en partie nord des États-Unis. Il lègue son territoire, le cimetière d'Arlington, pour l'armée américaine. Alors, comment peut-on, avec un bilan de la sorte, se permettre de dire c'est un racisme, on va démolir le monument? C'est l'ignorance qui l'emporte. Mais il y a un mouvement, je pense, de révisionnisme historique depuis peut-être 50 ans qui est assez étonnant et assez dangereux. On a tendance à penser qu'on peut éliminer les pans de l'histoire simplement parce qu'ils ne sont pas à la mode, ils ne font pas l'affaire d'une certaine partie de la population. Je pense que c'est très dangereux. Effectivement, ça vient de ces nouveaux mouvements idéologiques. Ben, pas si nouveaux que ça, sont que du côté des communistes. Ils ont rasé pas mal ce que le tsar avait laissé. Oui. Finalement, on a épargné quelques temples parce qu'on s'est aperçu que culturellement, ça pourrait être bon, touristiquement parlant. Les Pashtuns, bon, qui ont démoli, puis Al-Qaïda qui rentre en Syrie et qui démolit une ville romaine inimaginable. Tout ça parce que, avant nous autres, ça compte pas et la vie commence avec nous. C'est d'une étroitesse d'esprit, lamentable. C'est une forme de racisme. C'est sûr que l'art a une importance capitale, justement, dans la façon de figer l'histoire. Quand on regarde les tableaux de la période napoléonienne, avec ses guerres, ses conquêtes, etc., on voit ces tableaux qui sont devenus des classiques. Je pense à David, entre autres, il y en a eu beaucoup. Ils ont donc figé un événement. C'était des reporters de l'époque qui figeaient sur peinture, comme ça, sur tableau, un événement important pour l'histoire, pour travailler le cerveau des générations à venir, qui se souviennent des lieux, de la place, les costumes, les couleurs, le paysage. Alors, dans ce cas-là, nos peintres ont une responsabilité à assumer, ne serait-ce que pour notre histoire d'ici, de petits peuples fragiles. Bien, je pense qu'ils ont fait un travail à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des artistes.
je dirais souvent les artistes inconnus au Québec qui ont réussi à faire ça, puis justement on a des idées de ce que pouvait avoir l'air le Québec des siècles avant à cause de ça, je pense. Heureusement qu'on a eu des Kéligoff, malgré que c'est récent, Kéligoff, on a eu des sujets côté, quand ils décrivent sur le tableau, je ne sais pas moi, la bénédiction des érables, ou Suzor côté, c'est au Kéligoff, la fraternité au jour de l'an d'une maison à l'autre. Tout ça, c'est notre histoire qui est. Bon, alors eux vont influencer d'autres, vont influencer Guinta, qui est un peintre récent de la montée Saint-Michel, qui reprend, on voit qu'il a subi son influence, il reprend sur le tableau des chapitres de notre histoire, de notre vie dans les rangs, la campagne. Heureusement qu'ils sont là pour rappeler aux jeunes d'aujourd'hui qui sont électronisés par les appareils et les pitons qu'il y avait d'autres choses avant vous autres. Oui, ça a tendance, c'est sûr que les nouveaux médias ont certains avantages, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a une certaine déculturisation de la population qui vient de là, c'est sûr. C'est tellement facile d'obtenir l'information qu'on ne s'en préoccupe plus, qu'on n'essaie pas de s'en souvenir. Je pense que c'est là, il est là le danger. Vous êtes depuis longtemps un critique acerbe des failles de notre société, on le sait tous. Votre connaissance approfondie de l'histoire a-t-elle une incidence sur votre opinion de la société et croyez-vous qu'une plus grande conscience du passé nous rend plus critiques du présent? Moi, je pense que j'ai été un Don Quichotte. J'ai gagné ma vie à beaucoup critiquer, à faire de la radio pamphlétaire. Il n'y en a plus de pamphlétaire. On en a eu dans les bonnes époques du 19e siècle, les politiciens pamphlétaires. Il y a un ministre qui m'avait dit ça une fois, c'était un pamphlétaire de la radio. J'essayais de transmettre des électrochocs par des hyperboles, puis grossir le problème pour électriser l'auditoire, puis dire « Hey, coudonc, ça peut paraître fou ce qu'il dit, mais il y a quelque chose de sérieux. » J'ai atteint, c'est sûr, j'ai 50 ans de métier derrière le micro, j'ai pas tenu aussi longtemps sans avoir une certaine substance. J'ai atteint une infime minorité de jeunes que j'ai rencontrés. Grâce à toi, j'ai le souci d'améliorer ma langue. Grâce à toi, j'adore mon histoire. Mais c'est bien infime. Dans ce sens, on est des espèces de Don Quichotte, les gens des médias. On électrise un auditoire de journée, mais notre slogan, c'est « Je me souviens de quoi? De rien. » Et là, c'est un des grands problèmes. Quels sont les éléments qui vous apparaissent les plus importants à se rappeler quant à l'histoire de Montréal, de façon à bien façonner notre avenir? Les événements les plus importants? Les éléments les plus importants de l'histoire qui nous permettent de mieux façonner l'avenir présentement. Ben, dans la partie moderne, dans l'histoire, écoutez, ce sont les revendications de tous ces grands politiciens qui ont été des leaders. Pourquoi ont-ils des noms? Louis-Joseph Papineau, il y a un nom, il y a un pont, il y a une école. Je ne sais pas, Monseigneur Bourget, qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il y a une statue devant la cathédrale. Mais dans le temps, tranquillement, on leur remercie René Lévesque qui vient bouleverser les habitudes de ceux qui s'ancraient dans une facilité aveugle et à ne pas voir l'avenir. Bon, il a perdu, mais c'est un perdant gagnant en ce sens. L'Expo 67 a été aussi, je pense, pour le nombre d'entre nous, une ouverture sur l'univers, ne serait-ce que par l'admiration des beaux pavillons qu'on avait dit « Ah, il faut que j'aille là, mais en Iran. » Je me rappelle, l'Iran m'avait fasciné, moi, à Terre des Hommes. J'irai en Iran un de ces jours. J'irai au Cambodge. L'Expo a été responsable, en quelque sorte. Par la suite, les Jeux olympiques. Prenons un exemple des Jeux olympiques. On voit des milliers de jeunes dans nos rues aujourd'hui, des belles filles, des beaux gars qui courent le matin. Cette contagion pour le sport relié à la santé est issue, le goût de la bicyclette, des Jeux olympiques. Ah, certains vont dire, oui, mais c'est de l'adonisme, parce qu'ils veulent avoir un beau corps, puis ils vont pouvoir flirter au bar. Ça, c'est bien limité. Mais Jean Drapeau a répandu un goût général pour le bien-être physique, donc la culture physique. C'est des événements, ça, qui ont marqué très positivement Montréal. Est-ce que vous considérez qu'il y en a encore des événements qui se produisent de ce genre-là, qui vont justement marquer le futur et nous aider à façonner l'avenir? Je trouve qu'on manque beaucoup des événements hautement culturels et historiques. C'est sûr qu'on en aura toujours, puis des courses de voitures électriques, tout ça, c'est un événement. 2 jours après, on ne s'en rappelle plus. Qui se rappelle justement du gaspillage d'argent pour les courses électriques à Montréal? Ça fait à peine d'un mois, hein? On ne s'en rappelle déjà plus. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des événements là,
mondiaux à caractère pédagogique, historique, culturel. Et ça manque. Ça devrait venir, ça dépend de l'imagination de ceux qui nous gouvernent en quelque sorte. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre collaboration, puis j'invite tous les gens à assister à votre conférence qui va se tenir ici au Balcon d'Or le 24 septembre à 14 h lors du 26 de l'exposition. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour nos auditeurs et nos visiteurs? Bien, je vous invite, chers amis, je vais vous faire connaître les origines de Montréal, comment nos ancêtres ont piétiné, ont eu à faire face à nombre d'ennemis, ne serait-ce que le climat, l'humidité, les menaces, les moustiques, la difficulté de s'enraciner, et que Maisonneuve a eu sa période de découragement et qui va être sauvée par une femme extraordinaire, et de voir le rôle des femmes dans le développement de cette ville, dont deux sont devenues des saintes, c'était pour rien. Alors, et on va rentrer dans le temps moderne avec cette histoire, et en même temps, vous faire des références. Regardez tel tableau là, ça va vous donner une idée justement de ce que c'était au début. Regardez celui-ci, qui vous démontre le mode de vie. Regardez celui-là. Alors, ça va être une pédagogie, je pense, vulgarisée au maximum, et j'espère que vous serez nombreux à venir à cette conférence qui porte sur Montréal, sa naissance.